Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Littérétro, donc cette émission où je vous présente les livres qui ont marqué une année entre 1950 et 2000. Et ce mois-ci, donc c'est toujours le premier jeudi du mois en live, et ce mois-ci c'est l'année 1965 qui est à l'honneur. Et donc comme d'habitude, ils vous verront pas le chat. Comme d'habitude, je suis avec les copines en live, voilà, et donc vous aurez certainement cette vidéo ce week-end. Ouais, du coup, j'ai pas mis le chat. Et du coup, on commence. Alors, déjà, ce mois-ci, on a un peu une petite différence par rapport à d'habitude, parce que c'est vrai que les années 50 à 80, voire 90, il y avait beaucoup de SF. Voilà. C'est vraiment des livres, il faut croire que c'est un genre qui marque énormément parce que, voilà, donc moi je vous présente à chaque fois un peu les best-sellers, entre guillemets, hein, de l'année. Et c'est vrai on a beaucoup de représentations de SF d'habitude. Et ben en 1965, c'est pas le cas. Alors il y a certes 4 livres de science-fiction, mais enfin, qui ne sont pas majeurs. Si, il y en a un qui est vraiment majeur pour le coup, oui, il y en a un. Voilà, je ne vous dis pas encore ce que c'est, mais qui est majeur, c'est clair, qui a vraiment marqué son époque encore aujourd'hui. Après, les trois autres, c'est plutôt mineur. Et voilà, donc on a surtout quand même du contemporain. Ça s'inscrit un peu dans un contexte, voilà, 1965, c'est les 30 glorieuses, mais c'est aussi la guerre froide, c'est la colonisation, voilà, donc ça s'inscrit un peu dans ce contexte-là. Et puis, au niveau des pays, eh ben, la France, cette année, a un petit peu cartonné quand même. Voilà, il y avait pas mal de livres assez connus qui sont, ou en tout cas qui ont marqué un peu l'année et qui sont français. Donc voilà, la chute des États-Unis. Bref, voilà. Et puis un peu d'éclectisme aussi, un peu d'éclectisme, hein. Voilà, on a d'autres pays qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, donc c'est cool. Bon, par contre, au niveau des genres, des auteurs, évidemment, très peu d'autrices. Voilà, années 60, tout ça, hein, même dans les années 90, c'est encore difficile. Donc, allez, sur ce, on commence avec une autrice, justement, L'Astragale de Albertine Sarrazin. Donc, une française. Et il se trouve que c'est un récit autobiographique. Voilà. En fait, Albertine Sarrazin, merci. Merci Michel pour ton abonnement, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Albertine Sarrazin, en fait, c'est une femme qui a fait des années de prison et qui va raconter, en fait, une petite histoire. Voilà. C'est-à-dire que elle s'est évadée. Elle va raconter son évasion de la prison. En s'évadant, il se trouve qu'elle s'est cassé un os qui s'appelle l'astragale, qui est un os qui est vraiment à la base de la cheville, en fait. Qui est vraiment entre le pied et la cheville, si vous voulez. Voilà, c'est l'articulation du bas. Et du coup, enfin, voilà, du coup, elle a galéré un peu pour s'enfuir avec son machin. Donc, elle a fait du stop. Et en fait, elle a été pris en stop, il se trouve, par un homme qui était aussi un peu un délinquant, un peu beaucoup même. Voilà, donc le hasard a voulu que... Voilà, et elle a fini, coucou Natacha, et elle a fini par se mettre en couple avec lui, et du coup, il a un peu entraîné de nouveau dans ce milieu-là de la délinquance. Et alors, c'est raconté avec beaucoup d'humour, apparemment. Voilà. Et donc, c'est un livre qui a plutôt marqué à l'époque de sa sortie. Voilà, parce que quand même, on parle d'une reprise de justice, quoi. Voilà. Donc,
Et, euh, et d'ailleurs, elle a sorti un autre roman autobiographique qui s'appelle La Cavale, hein, voilà, bon, ça s'invente pas. Voilà, donc c'est intéressant. C'est intéressant. Ça a été adapté en film, donc en 1968, mais aussi en 2015 avec Leila Bekti. Voilà, donc j'ignorais totalement, voilà, dans le rôle de l'autrice, hein, voilà. Et voilà, j'ignorais, je connaissais même pas ce film, L'Astragale. Voilà. Ça a été aussi adapté au théâtre, hein, accessoirement, mais voilà pour information. Ouais, parce qu'en fait, pour rentrer un petit peu dans le détail du truc, comme elle était blessée, il fallait qu'elle se paie des soins. Et le problème, c'est qu'elle n'avait pas les moyens. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'elle est un peu retombée dans le monde de la pègre avec son petit ami qui en faisait partie, quoi. En gros. Ah, c'est vrai, Michel. Tu connaissais, toi, du coup? Parce que moi, je connaissais pas du tout. Mais apparemment, effectivement, c'est un livre qui a beaucoup marqué à l'époque. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà pour celui-ci. Ensuite, alors le deuxième roman, c'est aussi une autrice française, voilà, décidément, puisque donc il s'agit de La Chamade de Françoise Sagan, qui est donc une autrice bien connue. Par contre, c'est pas son roman le plus connu, évidemment, mais il a le mérite d'être assez intéressant, puisque on va suivre un petit peu la jeunesse dorée, les dîners mondains, tout ça, dans le Paris des années 60. Tiens, j'ai oublié de marquer Paris, d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. En fait, on va suivre une femme qui s'appelle Lucille, voilà, qui est très belle, qui vit d'oisiveté grâce à l'argent de son amant Charles. Donc voilà, du coup, ils font beaucoup de soirées mondaines, etc. Sauf que un jour, elle va rencontrer Antoine, et Antoine est très 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 beau, et elle tombe immédiatement amoureuse de lui. Le problème, c'est que Antoine, lui, ça lui plaît pas qu'elle soit oisive. Voilà. Et en plus, il n'a pas du tout envie de s'attacher à quelqu'un. Il va essayer de la faire changer et en fait, voilà, je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus, mais en gros, ça va être un peu le dilemme de Lucille entre Antoine qui représente un peu déjà la beauté physique et puis peut-être un côté un peu plus aventurier que Charles qui est plus le choix de la raison, voilà. Mais bon, bref. Bon, après, autant vous dire que voilà, on est sur une critique un petit peu de ces milieux-là aussi, hein. C'est pas juste une histoire d'amour, voilà. C'est Françoise Sagan quand même. Voilà, donc on est vraiment sur une analyse un petit peu un décryptage un petit peu voilà, de cette jeunesse dorée, et puis ben, du couple aussi, hein. Voilà pour celui-ci. Alors, on reste en France, décidément, mais cette fois, c'est un auteur très connu aussi, hein. Il s'agit de Georges Perec avec son roman Les Choses, qui a obtenu le prix Renaudot cette année-là, pour information. Et donc, eh ben, là aussi, on va un peu suivre un couple en quête d'argent. Voilà, c'est marrant comme les thématiques. Et en même temps, c'est normal, puisque les années 60, c'est vraiment justement le début de la société de consommation. C'est vraiment ce qui va marquer, voilà, le début du fait de créer des besoins chez les gens, alors que, voilà, de choses dont ils n'ont pas besoin à la base. C'est le moment où les gens vont vouloir des objets, vont vouloir des possessions, en fait. Et donc, Georges Perec va un peu raconter ça, puisqu'on va suivre donc un couple qui s'appelle Jérôme et Sylvie, donc on est au début des années 60.
Ils gagnent leur vie en faisant des enquêtes d'opinion. Mais le problème, c'est que ils commencent à être un peu attirés par les objets, voilà, les meubles, les vêtements, les bijoux, etc. Et tout ce qu'ils ont envie, c'est de gagner plus d'argent pour s'offrir tout ça. Ils veulent être riches et ça devient vraiment une obsession, en fait. Voilà. Donc en fait, voilà, Georges Perec va vraiment raconter cette obsession de l'argent, cette cupidité, sur fond de guerre d'Algérie, voilà, puisque c'était effectivement tout début des années 60, hein, c'était encore la guerre d'Algérie. Donc il y a un côté historique dans cette histoire. Alors on nous dit que Georges Perec s'est énormément inspiré de l'œuvre de Flaubert. Voilà, il le revendique lui-même, hein, vraiment, c'est limite si il le copie pas, quoi, en fait. Donc voilà, c'est vraiment le style flaubertien à fond. Et voilà, c'est intéressant, donc un livre très sociologique. Et franchement, pour le coup, moi je me dis qu'il faut vraiment que je lise. Alors j'ai déjà lu un Georges Perec, mais bon, c'était pas un truc majeur, c'était pensée classée, donc c'était pas un truc de ouf. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup lire d'autres livres de Georges Perec parce que je pense que ces analyses sont, alors bien sûr ça date, hein, ça date de quelques décennies, mais malgré tout, je pense que c'est des analyses assez pertinentes et qui sont toujours dans l'air du temps pour moi. Donc, sans être, j'ai pas l'impression en plus que ce soit conservateur ou réac, j'ai pas l'impression en fait. Je pense que c'est c'est des analyses un peu plus fines. Voilà, surtout que bon, on nous dit qu'il finit le livre avec une citation de Karl Marx. Je pense que voilà, on peut pas vraiment dire que ce soit un type de droite, Georges Perec, s'il cite du Karl Marx. Mais voilà, du coup, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de vraiment découvrir cet auteur. Alors, on part de France pour aller au Royaume-Uni avec le dernier train du Katanga de Wilbur A. Smith. Wilbur, je sais pas comment prononcer ça. Smith, on l'appelait Smith. C'est un auteur qui est né en Rhodésie à l'époque. C'est un pays d'Afrique en fait. Je sais pas quel est l'équivalent, si c'est toujours la Rhodésie aujourd'hui en fait, je sais pas. Bref, c'est vraiment au centre de l'Afrique. Et mais il est blanc, hein. Il est blanc, c'est pas un auteur noir. Et en fait, là, dans ce livre, il va nous parler du Congo et notamment de la crise congolaise qui a eu lieu en fait au début, enfin ouais, c'est ça, fin des années 50, début des années 60. Avec donc il y a une guerre de sécession en fait entre donc une région du Congo qui s'appelait le Katanga et le reste du pays. Voilà, et donc on va être en plein dans cette guerre de sécession. Et en fait, on va suivre un groupe de mercenaires qui sont envoyés pour remplir une mission. En fait, le but, c'est d'aller porter secours à des colons qui sont bloqués dans la brousse et qui sont menacés par l'arrivée d'un clan de rebelles. Voilà. Voilà, honnêtement le synopsis il tient en 2 lignes, mais bon voilà, je pense que ça raconte un pan de l'histoire et d'un pays qu'on connaît peu finalement. Alors je pense qu'en Belgique ils doivent connaître un peu plus parce que le Congo était une colonie belge pendant un temps, mais c'est vrai que voilà, en tout cas ça peut être intéressant pour certaines personnes. Bon, moi clairement, je suis pas fan des récits de guerre, donc ça sera clairement pas pour moi, hein, voilà. mais ça peut intéresser des gens et voilà. Et ça a été adapté en film par le réalisateur Jack Cardiff pour votre plus parfaite information.
Ah, un classique à lire, alors pas celui-là, mais Les choses de Georges Perec, un classique à lire ou à relire pour Michel Fifiland. Ouais, je le lirai, je le lirai. Ensuite, alors, toujours en France, oui, 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 enfin, retour en France d'ailleurs, parce qu'on n'était plus en France, retour en France, avec Deux cavaliers de l'orage de Jean Giono. Voilà, auteur très fameux également, mais que je n'ai jamais lu. Voilà, ça arrive. Et honnêtement, si je devais commencer Jean Giono, ce serait pas avec celui-là, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Alors là, bon. Comment vous dire? Donc, dans ce livre, on va suivre deux frères. On va suivre deux frères qui ont 17 ans d'écart quand même. Et qui sont très très fusionnels, mais aussi très rivaux. Voilà. Alors, on va vraiment suivre la vie de ces deux frères. Ils vont être amenés à se sauver réciproquement la vie, oui. Mais le problème, c'est qu'ils sont vraiment fascinés par la violence et la domination, et qu'en fait, ils vont passer un peu leur vie à s'affronter d'une façon ou d'une autre. Comment vous dire que c'est pas trop, voilà, c'est pas trop mon trip de regarder des mecs. J'allais dire se les toucher, mais le pire, c'est que c'est une blague très proche de la réalité, puisque en fait, on nous explique dans les éléments d'analyse de l'ouvrage qu'il y a beaucoup, donc il y a beaucoup de sensualité dans ce livre, il y a des histoires de sexe, tout ça, machin, mais qu'il y a aussi une grosse connotation homosexuelle. J'aime bien parce qu'ils ne disent pas le terme inceste, hein, quand même. Hein. Une grosse connotation homosexuelle entre les deux frères. Alors, genre, c'est comme si le problème, limite, c'était l'homosexualité, alors que non, le problème, c'est l'inceste, en vrai, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et du coup, j'ai marqué le terme incestuel que j'ai appris il y a peu, et qui n'est pas tout à fait la même chose que l'inceste. L'incestuel, c'est quand il y a des sous-entendus, voilà, mais que c'est jamais vraiment montré. Bah, en fait, c'est un peu ça ce qui se passe, quoi. Il y a vraiment, c'est vraiment leur rapport est vraiment décrit comme très sensuel, en fait, et de fait, voilà, on peut s'imaginer des trucs, mais sans que ce soit jamais dit, quoi. C'est un peu ça. Bon, voilà. Ouais, c'est clair, on est d'accord, Aurélie. Sans moi, mais c'est quand même ouf. Moi, ça me fait rire parce que les mecs, quand ils écrivent des trucs hyper virils, comme c'est vraiment ça, hein, la violence, machin, c'est des bonhommes et tout, ils arrivent toujours à mettre un truc so gay dedans, en fait. Quand même. Je, je- Ils s'aiment tellement, les hommes, ils s'aiment tellement, je me dis, mais pourquoi ils se mettent pas en couple ensemble, hein, parce qu'ils se kiffent, hein. Pour moi, d'ailleurs, tiens, il y a un livre qui est sorti, il faut absolument que je lise, il y a un essai qui est sorti il y a pas longtemps, ça c'est les hétéros, c'est quoi déjà? Les hétéros le sont-ils vraiment? Un truc comme ça. Les hommes hétéros le sont-ils vraiment? Je crois que c'est ça le titre. Parce qu'il y a tellement une admiration des hommes entre eux, et c'est exactement ça, c'est qu'il y a à la fois une admiration et une rivalité, c'est celui qui aura la plus grosse et tout ça, mais ils sont tellement tout le temps entre eux, et ils détestent les femmes, que du coup tu te dis, mais putain, mais allez-y, refoulez pas vos attirances. Hein. Et là, franchement, c'est tellement la quintessence de ça dans ce livre que voilà, vraiment, vraiment. Alors en plus, avec l'image là des chevaux, machin, et oui, les étalons, tout ça. Ah putain. Ah, ça me fait tellement rire. Bref, voilà. Allez, je passe à la suite. Putain, il y a une adaptation en film de ça, mais j'ai même pas tellement pas envie de le lire, de le voir, je veux dire. C'est Marlène Jobert, Marlène Jobert, Gérard Klein, quand même. Bon, voilà. Sauf qu'on nous dit, alors, on nous dit l'adaptation n'est pas fidèle au roman, l'histoire a été transposée aux Dardanelles pendant la guerre de 14-18. Ouais, bon, je suis pas sûre que ça change quelque chose au reste de l'histoire, quoi. Voilà.
Alors, toujours en France est paru donc le dictionnaire de la bêtise. Et sachez que ce dictionnaire de la bêtise est mis à jour régulièrement. Donc il y en a un qui est sorti, je pense, assez récemment aussi. 2014, voilà. Donc la dernière édition a presque 10 ans, mais c'est quand même assez récent. Donc en fait, ce dictionnaire de la bêtise de Guy Bechtel et Jean-Claude Carrière, c'est en fait un recueil finalement de citations, d'extraits de textes, voilà, dans lequel des gens ont dit des bêtises, voilà, tout simplement. Donc ça peut être, voilà, ça peut être des boulettes, des pensées absurdes, des hypothèses hasardeuses, ce genre de choses. Et donc, ils se sont amusés, les auteurs, à recenser tous ces extraits un peu idiots, un peu, voilà, dans cet ouvrage. Voilà, alors, la première édition comptait 2500 extraits de texte, quand même. C'est quand même énormissime. Voilà. En 1983, 3500 extraits. Donc 2014, je ne sais pas. Mais voilà. Et ils ont rajouté, depuis 91, à chaque nouvelle édition, ils ont rajouté un recueil qui s'appelle Le Livre des Bizarres. Mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Voilà. Ça a l'air rigolo. Ça a l'air rigolo. Voilà. Après, bon, faut voir ce que ça contient. Hein, mais voilà, alors ils disent exemple de bêtises. Jean Bidguin, alors je ne sais pas qui c'est. Ouais, bah voilà, c'est marrant parce que je dis je sais pas qui c'est, et en fait sa citation c'est le nom de monsieur Jean Bidguin appartient désormais à l'histoire. Donc en fait voilà, c'est l'ironie du truc, en fait personne ne sait qui c'est quoi. Après il y a quoi, voilà. Pour que les billes aient une rotation normale, il est nécessaire qu'elles soient rondes. Donc ça ça c'est une citation de Jules Arnouz de Rivière. Voilà, c'est rigolo. Et puis la troisième c'est quoi? Donc Jean-Paul Marat. Au nombre des meilleurs mathématiciens sont Laplace, Monge et Cousin, espèces d'automates habitués à suivre certaines formules et à les appliquer à l'aveugle comme un cheval de moulin à faire certain nombre de tours avant de s'arrêter. Ok. Ok. Bref. Je pense qu'il y a des trucs qui vont forcément nous échapper, hein, à un moment. Mais bon. Voilà pour celui-ci. Bon, ça a l'air mignon. Ça a l'air mignon. Si c'est des trucs comme ça, c'est mignon, quoi. Ensuite, alors, premier roman de SF de la liste, Le Dieu venu du Centaure, de Philip K. Dick, qu'on ne présente plus, hein, voilà. Je pense que tout le monde connaît cet auteur maintenant. Et alors là, en plus, il y en a deux. Il y a deux Philip K. Dick. Donc, dans cette histoire, alors, un peu complexe comme histoire, en même temps, c'est Philip K. Dick, hein, voilà. On est habitué. Donc, on est sur la Terre, mais dans un futur lointain, où, alors, ça, c'est très marrant, par contre, parce qu'il avait quand même anticipé le réchauffement climatique, hein. En 1965, alors que à l'époque, évidemment, non seulement on parlait pas de ça, mais on n'avait pas encore suffisamment pollué pour que, voilà, c'était vraiment, justement, c'était les débuts Enfin, c'était pas les débuts, parce que c'est les débuts, je pense que c'était au début du siècle, mais ça s'est accéléré dans les années 60, puisque c'est quand est apparu, notamment, le tout plastique, le tout jetable, etc. Voilà. Mais c'est rigolo, voilà, il avait vraiment anticipé ça, puisqu'il nous dit que les températures se réchauffent, en fait, de plus en plus. Et du coup, la Terre devient invivable. Et donc, ils commencent, en fait, à chercher... les humains commencent à chercher à coloniser d'autres planètes, en fait. Voilà. Ils commencent à coloniser d'autres planètes. Colonisation, tout ça, années 60, hein, évidemment.
Et dans le même temps, il y a une drogue qui circule, qui est super à la mode, qui s'appelle la délice. Lys. Et ça, en fait, alors, je sais pas trop ce que ça leur fait. Je sais pas trop si c'est ça qui provoque leur pouvoir, parce qu'en fait, ils ont tous, les humains commencent à développer des pouvoirs de télépathie, notamment. Je sais pas si c'est dû à la drogue ou pas. Et en fait, un jour, il y a un mec qui débarque, qui s'appelle Palmer Eldritch. Voilà, d'où le titre original d'ailleurs, qui vient du Centaure, d'où le titre français. Et lui, il se ramène avec une nouvelle drogue qui est encore plus puissante et dangereuse, qui s'appelle le Caprice. Voilà, K-Price. Et donc voilà, on va suivre un peu ce qui va se passer. En gros, hein, je suis désolée, le résumé... parce que c'est soit j'ai un résumé qui n'en dit pas beaucoup, soit j'ai le résumé détaillé, mais ça spoil. Donc voilà, on va dire qu'on arrête là. Bon, ça a l'air complètement barré et trop compliqué pour moi, honnêtement, voilà, mais je suis pas du tout fan de cet auteur. Je vais pas vous mentir, j'en ai lu 2, je les ai pas aimés, voilà. Enfin, je les ai pas détestés, mais ça m'a pas apporté ce que je recherchais, en fait. La honte? Pourquoi la honte? J'ai pas compris. Qu'est-ce que j'ai dit, la honte? J'ai loupé un truc. Voilà, moi j'ai lu La vérité avant-dernière et Le maître du haut château. Alors, en fait, ces ouvrages, ils sont plus philosophiques que politiques. Pour moi, la science-fiction, ça doit être politique. Voilà, c'est pour ça que je lis de la science-fiction, pour le côté politique. Lui, c'est plus philosophique, ce qui est bien aussi, hein, mais du coup, c'est pas ce à quoi je m'attends quand je lis de la science-fiction. Et puis, ouais, il est quand même assez barré comme auteur. Pas dans le bon sens du terme. C'est très complexe et voilà, moi, j'adhère pas de ouf. Ah ouais, tu vas lire quoi, Adeline, du coup? Ah d'accord, Babs, tu connais pas Philippe K. Dick, ok. Bah, c'est l'auteur, entre autres, du Maître du Haut-Château, qui a été adapté en série, etc. Où le Maître du Haut-Château, c'est une uchronie dans lequel les nazis ont gagné, en fait. Et les États-Unis sont occupés en partie par les Allemands, en autre partie par les Japonais. Et donc on va suivre le côté occupé par les Japonais. Voilà, en gros. Mais en fait, moi, ça m'a tellement déçue parce qu'en fait, il se passe rien en rapport avec ça au final. Enfin, c'est très bizarre. C'est très très bizarre. Ah bah, c'est très drôle, Adeline. C'est très très drôle, regarde. Tadam. Voilà, en plus, alors, le hasard de l'ordre alphabétique, parce que je mets par ordre alphabétique, a voulu que les deux Philippe K. Dick se suivent, hein, puisqu'ils commencent par la lettre D. Hein. Voilà. Donc, docteur Blood Money. C'est marrant, ça parle encore de drogue. Il aime bien la drogue, mais en même temps, c'est drôle de dire ça, il aime bien la drogue. Je pense que ça se voit quand on lit ses livres. Mon avis, je pense que ça lui est pas étranger. Je pense qu'il connaît bien la drogue. Voilà. Ah, purée. Ah, mais c'est cool, Mathilde. Mais moi, comme je dis, j'ai pas détesté, mais seulement c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je voulais vraiment quelque chose de politique. Moi, j'étais hyper déçue du coup. Donc voilà. Ah bah par contre, le style de Philippe K. Dick est méga froid. Hein. Alors là, ça c'est clair. Hein. C'est pas cucu les petits oiseaux avec lui. Hein. Vraiment pas. Et donc, du coup... Ah ouais, c'est vrai, tu l'as dans cette édition, c'est rigolo. J'aime bien la couverture, elle est assez cool. Donc, dans cette histoire, en fait, on va être
dans un monde post-apo, puisqu'il y a eu une guerre nucléaire. Et on va suivre les survivants qui tentent de reconstruire une société. Mais il y a deux soucis. Alors déjà, enfin non, ça c'est pas un souci, j'ai envie de dire, mais ce qui va se passer, excusez-moi, mais j'ai vraiment... j'ai la gorge qui m'arrache. Bref, ça va être compliqué d'aller au bout. On va essayer. C'est que donc, en fait, l'échelle sociale s'est inversée. Puisque forcément, il y a des gens qui sont en bas de l'échelle sociale qui vont devenir indispensables à la survie de la communauté. Donc j'imagine les gens qui sont manuels, par exemple, voilà. Et inversement. Mais le souci, c'est que cette guerre nucléaire a provoqué beaucoup de mutations génétiques. Et donc, on va être face à des personnes qui ont muté. Voilà. Et j'en sais pas beaucoup plus, mais il y a une histoire de drogue dedans aussi. Sinon, c'est pas trop. Attendez, je crois que la drogue... Ah merde. J'avais fermé ce que j'avais ouvert. C'était un truc chelou. Ah, c'était un truc chelou. Je sais pas si la drogue, c'était pas une personne, en fait, ou un truc comme ça. Bref, c'est pas grave. Vous regarderez plus en détail si vous voulez. Mais en tout cas, il y a une grosse analyse socio-psychologique de ce roman. Voilà. Voilà, je pense que... Peut-être que celui-ci, tu me diras, du coup, Adeline, peut-être que celui-ci est un peu plus politique, pour le coup, puisque, en tout cas, sociologique, clairement sociologique, hein, là, vraiment, on va vraiment suivre cette société de personnes, donc leur évolution, leur rapport, etc. Donc, c'est vraiment ça. Du coup, ouais, ça peut être... peut-être que celui-là peut être un peu plus intéressant, en ce qui me concerne, hein. Voilà. Docteur Blood Money est comparé par certains à Docteur Folamour de Stanley Kubrick. Je l'ai pas vu celui-ci. Ok. Bon, voilà. J'aime bien le témoignage de l'auteur. Ça, c'est un excellent livre. Mais il n'y a pas que ça hein, dans le témoignage, mais bon, c'est rigolo. C'est assez rigolo. Voilà. Ok, Adeline, bah, tu nous diras. Coucou Jenny, comment ça va? Ouais, franchement, honnêtement, si j'avais jamais lu cet auteur, je me dirais putain, j'ai trop envie de lire ça. Maintenant, voilà, le style de Philip K. Dick, voilà, c'est pas trop ma came, donc à voir. À voir, à voir. Ensuite, on est toujours dans la SF américaine, et bon, là, voilà, hein, c'était donc le fameux dont je vous parlais tout à l'heure, forcément, donc Dune, premier tome, est sorti cette année-là. Et oui, déjà, quand même, cette œuvre a presque 60 ans. C'est un truc de fou quand on y pense. Voilà. Je vous ai pas mis les multiples adaptations du truc. Hein. Donc, alors, en plus, je vais même pas pouvoir vraiment vous raconter l'histoire. Alors, je n'ai pas lu le livre. J'ai pas envie de le lire parce que, franchement, ça m'a l'air trop complexe. Vraiment. Ça m'a l'air très prise de tête. J'ai vu le film de 2021 avec Timothée Chalamet et Zendaya. Voilà. Que j'ai beaucoup aimé. Hein. J'ai beaucoup aimé l'histoire et tout. Mais le problème, c'est pas l'histoire. Moi, le problème, c'est que je pense que ça va être le style de l'auteur et tout ça. Voilà. Je sais qu'il n'est pas connu pour être un livre super accessible. Donc voilà, et du coup, même raconter l'histoire, c'est un peu complexe au final. Hein, donc voilà, alors on suit une famille, on suit deux familles en fait, hein, finalement. Voilà, une famille qui est amenée donc à devenir alors le père devient empereur, je crois, un truc comme ça. Enfin, il devient dire le chef sur j'allais dire sur une planète. Non, franchement, j'arrive même pas. Vous voyez, je suis incapable de vous raconter le truc, quoi.
En gros, il va y avoir des dissensions politiques entre deux familles qui se battent pour le pouvoir. Voilà, on va faire simple. Et qui se battent aussi. Oh, coucou Nat, merci pour ton abonnement. Merci beaucoup, c'est gentil. T'inquiète. Voilà, qui se battent, voilà, et qui se battent aussi parce que voilà, ils vont, en gros, ils ont colonisé une planète qui s'appelle Dune, voilà, qui est couverte de sable, c'est le désert absolu, mais dans ce sable, on trouve une drogue, oui, encore une drogue, et voilà, toujours question de drogue dans la SF, hein, on se demande bien pourquoi, qui s'appelle l'épice et qui est hyper convoitée, et donc en fait, voilà, au final, ça va vraiment tourner un petit peu autour de ça. Alors évidemment, il y a il y a énormément de sous-intrigues, notamment par rapport à la famille de la mère qui appartient à une communauté particulière, et puis on va rencontrer une autre communauté sur cette planète Dune, etc. Enfin, il y a 40 milliards de thématiques dans cette histoire. Ouais, Natacha, j'ai cru comprendre que c'était assez fidèle, effectivement. Oui, tu as raison. Tu as raison. Honnêtement, je ne suis pas hermétique à l'idée de le lire, mais j'avoue, peut-être en audio, pourquoi pas. Mais j'avoue que c'est pas ma priorité pour l'instant, c'est vrai. C'est pas ma priorité. Ouais, voilà, les longueurs. En audio, honnêtement, ça pourrait passer. Franchement, voilà. Ah, je me suis tapé après la nuit, machin, notre part de nuit. Putain, j'ai oublié le titre. Après notre part de nuit, je pense que bon, je suis parée niveau longueur. Bref. Mais même Game of Thrones, hein, honnêtement, le Trône de Fer, les livres, il y a énormément de longueur. Alors c'est génial parce que enfin pas les longueurs, mais je veux dire l'histoire est géniale. Mais putain, t'as des fois où je me disais putain heureusement que je l'écoute en audio parce que le livre j'aurais été là, j'aurais lu en diagonale ou j'en sais rien. Mais ouais, mais s'il existe, je pense qu'il doit exister en audio. J'ose espérer. Là oui à la limite ouais. Why not? Voilà. Voilà. Pour Dune, qu'on ne présente plus. Alors, bon, alors celui-là, c'est sûr que je vais pas le lire, hein, on va pas se mentir. On va pas se mentir, je ne vais pas le lire. Mais je l'ai mis parce que, bah oui, ça a été un best-seller. Et il a marqué, voilà, il a donné lieu à 2 films, rien que ça. Quand il est sorti en France, il est sorti tardivement en France, ça a été un best-seller en France, alors qu'en 2001 quand même, voilà. Mais donc voilà, j'étais obligée de le mettre. Mais honnêtement, bon, je suis pas sûre que la féministe en moi apprécierait ce genre de livre. Moi, je connaissais de nom. Je connaissais de nom, j'avais déjà entendu parler de ce titre, mais sans savoir de quoi ça parlait ou quoi. De toute façon, rien que le titre, tu dis, bon, voilà. Ça fait limite titre de film porno, je sais pas, c'est très particulier. Donc, en fait, c'est un roman autobiographique, figurez-vous. C'est un roman autobiographique. L'auteur est hongrois. Il est hongrois, mais il a sorti ce livre au Canada. Voilà, donc pour ça qu'il y a marqué Canada. Le livre de base est sorti au Canada, donc je mets Canada, même si l'auteur est hongrois. Il a écrit en anglais, hein, donc voilà. L'auteur est hongrois et en fait, donc, il raconte un petit peu... Bah, déjà, il parle quand même un peu de politique. Non, le contexte est politique, puisque on est donc au début... On est dans les années 30, au début, on est dans les années 30. Son père, le père de l'auteur, du narrateur, il est assassiné par les nazis hongrois. Et en fait, on va suivre, voilà, il va être éduqué, donc on va suivre ce jeune homme qui va être éduqué chez les pères franciscains. Et bon, au final, qui va pas être très catholique, hein, lui. Donc on va suivre la Seconde Guerre mondiale, etc. Et en fait, on va surtout suivre dans ce livre ces histoires d'amour et de cul. Voilà, on va pas se mentir.
C'est complètement ça, l'histoire. C'est marrant parce que je vois que j'ai marqué jeunesse. Bon, je ne l'ai pas marqué en premier, ce n'est évidemment pas un roman jeunesse. Je marquais jeunesse dans le sens de la thématique de la jeunesse. C'est vrai que dit comme ça, c'est bizarre. Mais voilà. Et en fait, le truc, c'est que pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que en fait, il va nous raconter que lui, les filles de son âge ne l'intéressent pas. Et donc, dès son plus jeune âge, pour ça que ça me cringe, il va s'intéresser aux femmes plus âgées. Voilà. Parce qu'elles ont plus d'expérience, tout ça, tout ça. Voilà. Bon, je pense que c'est un... Voilà. Puis j'ai lu, je me suis fait violence pour lire le match, tout ce que ça racontait là, mais... Voilà. C'est cringe. Pour moi, c'est très cringe. Donc, on dirait que ça parle de fruits. Non, c'est pas l'éloge des murs. Voilà, 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 voilà. Pour information, je l'ai mis, mais bon, ça sera sans moi. Ensuite, alors, on change un peu de style. Avec, est-ce qu'on pourrait appeler ça le premier thriller domestique? Presque ça. Donc, Les Talons Blancs de Mary Stewart. Et moi, quand j'avais vu ça, je m'étais dit, ah tiens, un truc qui parle de chevaux. Maintenant, c'est un peu la mode, un truc qui parle de chevaux. Je m'imaginais... Alors, c'est fou, hein, le gros cliché. En même temps, on est dans les années 60, donc on peut pas m'en vouloir d'imaginer ce genre de cliché, mais je m'imaginais bien une petite historiette d'amour, tout ça, machin, avec dans le monde du cheval, truc pour midinette, quoi. Je m'imaginais trop ça, mais en fait, pas du tout. Donc, on est bien avec des chevaux, hein, voilà. Par contre, alors, honnêtement, je serais incapable de vous raconter l'intrigue, et j'ai cherché. C'est un truc de ouf, parce que ce livre n'est plus édité. Et j'ai cherché un synopsis valable et je n'en ai pas trouvé. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est donc dans un thriller psychologique. Voilà. Il y a une histoire de meurtre dedans, mais je ne sais pas plus, donc je ne l'ai même pas mis en fait, parce que voilà, je sais juste qu'il y a une histoire, il y a un meurtre quelque part dans cette histoire. Je ne sais pas quand, qui, comment, pourquoi. Il y a une histoire de couple dont dont la femme soupçonne le mec de la tromper. Parce qu'il est parti en Autriche, je sais pas quoi. J'allais dire, elle le voit dans les bras d'une autre femme, mais comment elle le voit? Elle va là-bas, je me rappelle plus. Oui, je crois qu'elle se rend là-bas, c'est ça. Elle décide de se rendre en Autriche. Voilà. Et donc, elle le voit au bras d'une autre fille. Voilà, c'est ça. Et après, voilà, donc il y a toute une histoire apparemment autour de ça. Et il y a une histoire de cirque aussi. Voilà, je n'en sais pas plus. Je suis incapable de vous raconter correctement l'histoire. Voilà. Mais c'est très intriguant, du coup. On a envie de découvrir ce livre. Moi, je veux savoir qu'est-ce que c'est que cette histoire. Du coup, voilà. Il y a des histoires. Alors moi, le truc des chevaux et du cirque, c'est pas trop ce qui m'intéresse, mais cette histoire-là de couple, de meurtre, de je sais pas quoi, je veux savoir, quand même. Bref. Ouais, c'est clair, quand on voit comme ça, on dirait trop un livre jeunesse, mais moi, c'est pour ça, moi, je pensais vraiment que c'était un truc un peu gentillé à la comtesse de Ségur, mais version cheval, quoi. Oui, c'est vrai, c'est peut-être pour ça aussi, parce que je pensais à les talons noirs, mais là, c'est les talons blancs, je sais pas. Coucou Erinaël. Ah ouais, t'aimes bien le cirque, toi? J'ai jamais été fan de cirque. Moi, franchement, enfant, je n'ai jamais réclamé d'aller au cirque. Ça m'a jamais transcendé. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc voilà pour celui-ci. Bon, ça a le mérite d'être écrit par une femme, en tout cas, et d'être un thriller. Dans les années 60, c'est quand même assez rare. Thriller écrit par une femme. Voilà. Alors ensuite,
Donc on retourne en France avec donc les auteurs très très connus, Boileau, Narcejac, puisque à chaque fois leurs œuvres sont quasiment toujours adaptées en film. Et notamment l'un des plus célèbres, enfin leur adaptation la plus célèbre, je pense, c'est Sueur froide. Voilà, donc Hitchcock, évidemment, Vertigo, tout ça, voilà, ben ça vient d'eux, c'est Boileau. Sueur froide, c'est Boileau, Narcejac. Donc Boileau, Narcejac, hein, c'est deux auteurs. Et donc là, on est dans une histoire. Alors là, on est dans un polar fantastique, horrifique en fait. C'est intéressant. Alors eux, ils font du pur polar, mais c'est vrai qu'il y a toujours un côté un peu psychologique, voire psychédélique dedans. Là, on est carrément dans du fantastique. Et oui, Sueur froide, c'est eux. Voilà, sachez-le. Donc là, en fait, on va suivre... alors, ouais, c'est assez... j'aime beaucoup le synopsis. J'avoue que celui-là, il me fait envie. Donc, on va suivre des accidentés de la route qui vont subir enfin, subir, du coup, dans le bon sens du terme, hein, des greffes. Voilà, qui vont devoir subir des greffes. Alors, on ne nous dit pas spécifiquement quel genre de greffe, donc si c'est organe, peau, j'en sais rien. Mais il se trouve que toutes les greffes qu'ils vont subir, donc ils sont 7, vont toutes venir d'un seul et même homme, qui est un condamné à mort. Voilà, donc il a été condamné à mort, donc on va récupérer tout ce qui est récupérable chez lui pour pouvoir le greffer sur ces accidentés de la route. D'ailleurs, je dis de la route, j'en sais rien, on nous dit des accidentés tout court. Mais le problème, c'est que alors que les opérations ont été bien réussies, parfaitement réussies, tous les mecs qui ont subi, évidemment il n'y a que des hommes, sinon c'est pas drôle, enfin je suppose, en fait j'en sais rien, on nous le dit pas. Bref, toutes les personnes qui ont subi ces greffes vont avoir des sensations bizarres et il va y avoir des événements étranges qui vont se produire. Et 6 d'entre eux, donc sur 7, hein, je rappelle, vont trouver la mort dans des circonstances un peu bizarres. Voilà. Et c'est un homme qui a été témoin de toute l'opération, qui travaille pour le préfet de police, qui va enquêter pour essayer de découvrir la vérité derrière ces décès. Voilà, est-ce que c'est des suicides, est-ce que c'est des meurtres, est-ce que c'est à cause de la greffe qui n'a pas marché et que du coup qui a provoqué la mort chez la personne. On ne sait pas. Est-ce que c'est un impact psychique aussi, voilà, et donc il va enquêter au point, il va être tellement à fond dans cette affaire qu'il va avoir l'impression de devenir le 8e greffé, voilà. Et donc, est-ce qu'il va réussir à trouver la cause de ces morts? Ça a l'air cool quand même. Bisous Aurélie, merci d'être venue. Merci, merci. Voilà, donc moi j'aime bien l'idée, hein. Je sais pas vous, mais moi ça me donne grave envie. Je pense que toi, Adeline, ça peut être ton délire aussi. Je pense. Voilà. De toute façon, il faut absolument que je lise ces auteurs. J'en ai 2 dans ma palle. C'est bon, déjà Sueur froide, même si voilà, j'ai vu le film, mais voilà, ça peut être intéressant de lire l'œuvre originale. Et le deuxième, c'est L'âge bête, qui a aussi été adapté en film d'ailleurs, et qui a l'air assez cool. Voilà. Donc il faut vraiment que je découvre ces auteurs, et du coup celui-là il me tente pas mal aussi. Si je le trouve à Emmaüs par exemple. Ouais. Voilà, on est d'accord les filles. Ça a l'air extrêmement intéressant, et donc ça a été adapté, figurez-vous, ça a été adapté au cinéma. Alors c'est marrant, hein, visiblement les Américains aiment bien Boileau-Narcejac, puisque c'est encore un réalisateur américain qui a adapté cette œuvre. Voilà, il s'appelle. Alors, par contre, c'est un inconnu. Donc, le film s'appelle Body Parts. Peut-être vous l'avez vu, je sais pas. C'est un film d'horreur, horreur thriller, ils disent. Donc, par Eric Red. Alors, après, voilà, c'est ni un réalisateur ni des acteurs connus, hein. Ça se trouve, à mon avis, ça devait être un film très très mineur. Mais bon,
Voilà, sachez qu'il y a quand même une adaptation. Voilà pour celui-ci. Allez, on change complètement de style et de pays avec La fille du rivage de Pramoedia Ananta Toer, qui est un auteur indonésien. Voilà. Et donc, cette histoire va avoir lieu à Java, justement, donc la capitale de l'Indonésie, durant la colonisation et son organisation féodale. Alors par contre, on ne dit pas, si c'est au début, ouais, c'est au début du XXe siècle. Voilà, pour information, ça je ne l'ai pas marqué, mais ça se passe au début du XXe siècle. Et en fait, on va suivre une jeune fille, je crois qu'elle a 14 ans, qui vit dans un village de pêcheurs et qui va être mariée de force, on va pas se mentir, voilà, c'est un mariage arrangé. Un homme, on ne nous le décrit pas spécialement. Je pense qu'il est quand même assez élevé socialement parlant. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, du coup, les parents, évidemment, ils encouragent le mariage parce que comme ça, bah oui, elle sera plus riche, tout ça, tout ça. Sauf qu'elle, elle a 14 ans et elle se retrouve dans cette histoire et donc on va la suivre, en fait, bah, se faire abuser, tout ça, tout ça. Et donc on va vraiment suivre un peu la condition des femmes à cette époque en Indonésie. Qui me mute. Merci, Serial Rideuse, pour ton suivi. Ah ouais, c'est vrai, t'as un nouvel Emmaüs dans ta vie, Adeline. C'est trop cool, la chance. Ah bah oui, vas-y, hein. Tu nous raconteras, tu nous feras un book call. Donc voilà, du coup, oui, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se rendre compte. Comment elle s'appelle, la gamine? Bah, c'est son nom, je crois, Gadis Pantai, qui veut dire fille du rivage, justement. Je crois que c'est ça, hein. Bref, elle va se rendre compte qu'en fait, cet homme, qui s'appelle Bendoro, à chaque fois, il teste en fait les femmes pour trouver la meilleure épouse. Et donc elle fait partie un peu de cette sélection-là, quoi, on va dire. Le truc, c'est que elle va rapidement tomber enceinte. Et donc ça va changer la donne. Voilà. Et je pense que je vais pas en dire plus parce que... Tu m'étonnes, Adé. Donc voilà, écoutez, c'est un auteur qui est apparemment quand même assez connu. Et oui, donc c'est bien parce que ça révèle un petit peu, voilà, la situation des femmes à cette époque en Indonésie, sous la colonisation, etc. Donc roman historique qui peut être très très intéressant pour en apprendre un peu plus sur cette culture, sur cette époque, etc. Voilà. Pour celui-ci qui a marqué aussi son année. Alors, et retour en France. Franchement, la France est à l'honneur hein, cette année 1965. Et avec des auteurs très connus à chaque fois. Puisque là, il s'agit de Raymond Queneau avec Les Fleurs Bleues. Donc Raymond Queneau devait connaître pour ses œuvres Zazie dans le métro, Exercice de style notamment. Il est très connu pour faire partie de l'Oulipo, donc c'est-à-dire la littérature expérimentale. Il fait beaucoup ça. Voilà. Et là, en fait, dans cette histoire, on va suivre deux personnages. Donc, il y en a un qui est de nos jours, donc dans les années 60, hein, évidemment. Voilà. Et il y en a un autre qui est au Moyen-Âge et qui voyage dans le temps et qui va se retrouver, donc, du coup, dans les années 60. Et en fait, voilà, c'est raconté apparemment de façon plutôt absurde et avec beaucoup d'humour. Et en fait, voilà, on nous dit que c'est plein d'anachronismes, que par exemple, le protagoniste du Moyen-Âge, il appelle son époque le Moyen-Âge, alors qu'évidemment, à cette époque, ça s'appelait pas le Moyen-Âge, de fait, hein. Mais voilà, c'est que des trucs comme ça, en fait. Bon, je sais pas, moi, j'ai jamais tenté
j'ai jamais tenté Raymond Queneau, ça fait un moment que je voulais lire, je voudrais lire même Exercice de style, justement pour voir un peu son style de fait. Mais ouais, j'ai encore jamais tenté. Mais voilà. Voilà, donc celui-là je le connaissais pas. Mais c'est tout à fait... J'allais dire c'est tout à fait Raymond Queneau, en même temps j'ai jamais lu cet auteur, mais en tout cas de ce que j'en entends dire. Ouais, j'aime bien aussi, franchement, voilà, moi j'aimerais bien lire Exercice de style, justement, ouais, pour le côté jeu avec les mots, moi j'adore ça aussi, j'adore ça. C'est ce que j'avais aimé d'ailleurs, c'est en partie, c'est une des choses qui ont fait que j'avais adoré La Horde du Contrevent, par exemple, d'Alain Damasio, parce qu'il y a beaucoup de choses autour de ça aussi. Et voilà, du coup, ouais, moi si je dois en lire un de Raymond Queneau, ça serait celui-là, Exercice de style, pour voir un peu ce qu'il fait. Mais celui-là, ouais, je le connaissais pas du tout, pour le coup. Alors, bon, encore un auteur hyper connu, mais cette fois américain. Il s'agit de Cormac McCarthy, avec Le Gardien du Verger. Alors, c'est pas son livre le plus connu, on va pas se mentir, hein, mais... mais le fait est qu'il existe. Et donc, dans cette histoire, en fait, on va se trouver dans la période de l'entre-deux-guerres, dans une petite communauté isolée du Tennessee. Et en fait, on va suivre 3 personnages. Donc, il y a Arthur, qui vit seul dans les bois. Il y a John, qui parcourt la montagne. Et il y a Marion. Oui, Marion, c'est vrai, ça fait prénom de fille, mais là-bas, c'est pas le cas. Marion, qui est un hors-la-loi. Et en fait, alors, je peux pas trop vous dire le synopsis, je peux juste vous raconter le début, parce que sinon, ça va spoiler. Et j'avais regardé le synopsis sur Babelio, mais ça ne dit pas grand-chose, donc voilà, je vous raconte juste le début. C'est, en gros, on va suivre Marion qui va prendre un autostoppeur, mais l'autostoppeur l'agresse et tente de le tuer pour le voler. Et au final, ils se battent et c'est Marion qui gagne. Sauf que il va étrangler l'autostoppeur, il va le tuer. Et en fait, il va jeter le corps sur la propriété d'Arthur, donc le fameux qui vit tout seul dans les bois là. Sauf que Arthur, il va découvrir le cadavre, mais au lieu d'en informer les autorités, il va décider, alors on ne sait pas pourquoi, mais il va décider de faire une sorte de sanctuaire en fait de l'endroit où est enterré le corps pour protéger et honorer le corps. Voilà. Le truc, c'est que cet autostoppeur, c'était le père de John, donc le 3e personnage qui est le garçon qui parcourt la montagne. Et John, il va finir par comprendre que son père a certainement été tué et il va décider de le venger. Voilà. Donc c'est vraiment le début du truc. Donc on est vraiment sur du roman noir. Alors j'ai mis historique parce qu'on est dans l'entre-deux-guerres, mais on est plus dans le roman noir quand même. Voilà, on est vraiment dans le... Historique parce qu'il y a tout le côté prohibition, en fait. Voilà, c'est la période de la prohibition. Donc l'interdiction de l'alcool qui va faire qu'il va y avoir de la contrebande, etc. Donc il y a tout ce côté-là qui entre en jeu dans l'histoire. Donc forcément, il y a une grosse part historique. Mais on est aussi voilà, dans un gros roman noir américain, avec donc des rivalités, tout ça, quoi. Voilà. Si peut-être, oui, t'as raison, Adeline. Je sais, effectivement, c'est vrai qu'il y a un acteur qui s'appelle Marion. C'est possible que ce soit ça. J'avoue que Marion... mais en vrai, en américain, ça sonne pas pareil que chez nous, quoi, forcément. Hein. Mais voilà, c'est rigolo quand même. Donc voilà, un bon roman noir à la Cormac McCarthy. Hein. N'empêche que ça a l'air quand même assez intéressant.
Voilà, même si bon, moi je suis pas spécialement fan des trucs un peu trop testostéronés, on va dire. Voilà. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a absolument zéro femme dans l'histoire. Et s'il y en a une, à mon avis, c'est limite pour servir à, voilà, de love interest, on va dire, pour rester poli. Mais voilà, c'est pas forcément le genre de truc vers lequel je vais avoir envie d'aller, en gros. Même si l'histoire a l'air pas mal. Ensuite, alors, celui-ci, Je suis Juan de Parera, de Elizabeth Burton des Trevino, qui est américaine, contrairement à son nom peut le laisser penser, et pareil pour le titre d'ailleurs. En fait, donc l'autrice a repris la vie d'un homme qui a vraiment existé, et donc elle a fait une biographie un peu romancée, jusqu'à changer sa couleur de peau d'ailleurs. Mais pour une fois, c'est pas du whitewashing, c'est l'inverse, non, parce que le mec à la base est pas blanc, hein, mais voilà. Il est pas noir non plus. Donc en fait, on va suivre l'histoire de donc, Juan de Parera, qui est un esclave et qui a travaillé au service du peintre Diego Velázquez, donc voilà, qui est un peintre assez connu. Et en fait, on va suivre sa vie. Donc, c'était un esclave, il est devenu assistant du peintre, et au final, il a fini par être affranchi et il est devenu lui-même peintre. Voilà. Et on sait que bon, il n'était pas blanc, hein, il était plutôt mat de peau, mais pas noir non plus. Et dans le roman, il est noir. Bon, honnêtement, c'est pas très grave, hein, pour le coup. Mais voilà, et puis après, bon, je pense qu'elle a dû un peu enjoliver, enfin pas enjoliver, mais romancer les choses. Voilà, et par contre, c'est un roman jeunesse. Pour le coup, là, j'ai mis jeunesse parce que c'est un roman jeunesse. Donc je pense que ça avait aussi pour but un peu de montrer l'esclavage, le milieu de la peinture, peut-être, justement, bah, à la jeunesse. Voilà, tout simplement. Voilà. Je suis en train de me demander s'il y a un livre dans la liste que j'ai lu, mais en vrai, je crois pas. Hein. Je crois qu'il y a... C'est pas toujours le cas, mais là, je crois qu'il n'y a aucun livre de la liste que j'ai lu. Ça craint. Non, c'est clair, par contre, la couverture est un peu pour axe. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Après, il doit y avoir d'autres éditions aussi. Hein. Ensuite. Alors, La Maison Verte de Mario Vargas Llosa, donc, qui est un auteur péruvien. Voilà. Donc, littérature du Pérou, et en fait dans cette histoire en vrai il n'y a pas de synopsis précis si, mais en fait on va suivre la vie dans une ville qui s'appelle Piura, dans une ville entourée par la forêt amazonienne, donc au Pérou, au nord du Pérou, et en fait on va suivre toutes les aventures qui vont avoir lieu dans cette ville à cette époque-là. Donc, il va y avoir il va y avoir plein de choses. Donc, beaucoup de personnages, d'aventures, voilà, qui vont se croiser. Donc, ça va parler évidemment de l'Amazonie. Ça va parler des missions catholiques. Voilà. Après, de la colonisation, évidemment, aussi. Voilà. Après, j'en sais pas plus, parce qu'après, bon, ça rentre dans les détails, mais voilà, je vais pas raconter toutes les histoires du livre, quoi. Mais voilà, ça s'inscrit quand même dans un truc... ouais, ça va parler aussi de la violence, bah, aussi liée à la colonisation notamment, mais voilà, ça s'inscrit dans un truc quand même assez politique et sociologique, encore une fois. Hein. Mais là, franchement, il y a beaucoup de choses. Donc, ce livre a été primé, hein, pour information aussi. Ça, voilà, il y a beaucoup de choses autour de ce livre. C'est un peu compliqué.
de rentrer dans les détails, mais voilà. Si vous êtes intéressé, ça c'est un livre pour Emma, ça. Si vous êtes intéressé par un peu le côté historique en Amérique latine, voilà. Alors, de retour avec un auteur très connu, puisqu'il s'agit de John le Carré, avec Le Miroir aux espions, qui, comme son nom l'indique, et comme son auteur l'indique aussi, est un roman d'espionnage, qui est étonné. Voilà. Donc, alors que je ne lirai pas, parce que moi et l'espionnage, ça fait deux. Franchement, c'est vraiment pas mon kiff. Donc là, en fait, on va suivre un service de renseignement britannique pendant la guerre froide, qui va tenter d'infiltrer un agent en République démocratique allemande, parce qu'il semblerait qu'il y ait une menace de missiles soviétiques. Voilà. Le synopsis tient sur 2 lignes. C'est un truc de fou. Voilà. Le livre suivant, c'est Pluie noire de Masuji Ibuse. Alors, je n'avais jamais entendu parler de ce livre, mais c'est un livre japonais et il me hype pas mal pour le coup, puisque on va parler de la bombe atomique d'Hiroshima, donc la première des deux, hein, il y a eu Hiroshima, il y a eu Nagasaki. Première des 2 bombes atomiques envoyées par les États-Unis en 1945, pardon, donc c'était les 6 et 9 août 1945, hein, pour la précision. Donc à Hiroshima le 6 août. Et donc en fait on va suivre le journal d'un homme qui s'appelle Shizuma. Et il va en fait raconter donc ce qui s'est passé à ce moment-là, mais aussi que quelques années plus tard, en fait, ils vont devenir les tuteurs de leur nièce, lui et son épouse, pardon, c'est qui il lui et son épouse Shigeko vont devenir les tuteurs de leur nièce Yasuko. Et en fait, ils vont vouloir lui trouver un mari. Oui, parce que c'était, voilà, à l'époque, c'était un peu ça, hein, il fallait trouver un mari à ses enfants. Enfin, à ses filles, je veux dire. Et donc, ils vont lui organiser des rencontres, faire un mariage arrangé. Le problème, c'est que sa nièce a leur nièce a des gros problèmes de santé parce qu'elle a été exposée donc aux retombées de la bombe atomique. Voilà, donc eux, ils n'étaient pas à Hiroshima, sinon ils seraient sans doute un peu morts. Voilà. Mais elle, apparemment, elle a subi les retombées dans ce qu'on appelle la pluie noire, d'où le titre. Et qui fait que ça a créé voilà, des cancers, de diverses maladies dues aux radiations. Et donc, en fait, ils vont tenter, donc notamment l'homme qui raconte l'histoire, il va tenter de prouver que Yasuko n'a pas été contaminée. Mais le truc, c'est que, bon, voilà, elle est quand même malade. Donc, voilà, donc c'est vraiment... Ça a l'air extrêmement intéressant, je trouve. Ouais, alors, putain, tu sais quoi, c'est exactement ce que je me suis dit. C'est vrai, j'ai pas fait la réflexion sur la couverture. Mais c'est exactement comme, ce que je me suis dit en voyant la couverture. C'est qu'on dirait un fantôme japonais. Alors, on dirait plus Kayako dans The Grudge que Sadako. Mais c'est un peu le même style en même temps. On dirait, voilà, vraiment les fantômes japonais comme ça, avec leurs cheveux. Là, en plus, avec cette peau très blanche. Ça fait vraiment ça, quoi. Moi, ça me faisait penser, ouais, ça m'a fait penser aussi, surtout à Kayako dans The Grudge, avec cette peau blanche comme ça. Mais ouais, je pense que c'est un peu fait exprès aussi, pour jouer sur les croyances, tout ça. Sur le côté fantomatique, hein, voilà, puisqu'elle est clairement en train de mourir, a priori. Voilà, ouais, ça a l'air extrêmement intéressant, parce que finalement, on parle peu de ces histoires de radiation à l'époque. Donc ouais, moi ça peut pas mal le faire. Voilà. Voilà, donc pour celui-ci... Ah oui, je l'ai dans ma wishlist, celui-là. Asma, note de Hiroshima.
En plus, c'est excellent auteur, Kenzaburo Oe, qui nous a d'ailleurs quittés il y a quelques jours. Il est décédé malheureusement, Kenzaburo Oe, il y a peu de temps. Il y a très très peu de temps là. Donc, ouais. Il est dans ma wishlist celui-ci. Et oui. Donc voilà. De toute façon, moi j'aimerais bien lire plus de livres justement sur ces histoires de bombes atomiques. Je me rappelle que j'avais été extrêmement déçue par l'enfant d'Hiroshima parce que je pensais vraiment que ça allait parler de ça, mais en fait ça parle de la guerre, mais ça parle pas du tout d'Hiroshima, rien à voir quoi. Je sais pas pourquoi ils ont. Enfin si, c'est un peu titre putaclic entre guillemets. Le titre pour attirer, regardez, c'est Hiroshima. Oui, mais en fait non, pas du tout. Titre mensonger. Donc le suivant, c'est prochain épisode de Hubert Aquin, donc qui est un livre québécois, publié chez un éditeur québécois. Le cercle, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ça s'appelle le cercle du livre de France. Oui, au Québec. Voilà. Et donc, alors, c'est encore un truc. Il y a beaucoup de romans un petit peu surréalistes, un petit peu avec des constructions spéciales hein, dans cette sélection. Voilà. Puisque là, en fait, dans ce roman, on va suivre deux personnages principaux. Le premier, c'est un homme qui a été emprisonné à Montréal après avoir commis un crime révolutionnaire. Voilà, apparemment, on nous dit que c'est un révolutionnaire. On ne sait pas trop quel crime il a commis, on sait juste qu'il est en prison, il attend son procès. Et en fait, pendant qu'il est en prison, il commence à écrire un roman d'espionnage. Et le truc, c'est que le deuxième protagoniste qu'on va suivre, eh ben, c'est le protagoniste de ce roman d'espionnage, d'où la mise en abîme. Voilà, qui est lui-même un révolutionnaire. Tiens donc. Voilà, révolutionnaire québécois envoyé en Suisse pour abattre l'une des figures les plus importantes associées à la Gendarmerie royale du Canada. Et en fait, il va finir par être prisonnier, être fait prisonnier. Et voilà, et donc on va suivre en parallèle l'auteur et son personnage, quoi. C'est un procédé assez original. Bon, après, moi, je suis pas spécialement fan des trucs d'espionnage, donc forcément, voilà, j'irai pas spécialement vers celui-ci, mais j'ai trouvé, voilà, le procédé intéressant et apparemment, donc il y a eu une très bonne réception de ce livre. Voilà. Qui est un... Ah oui, et dont l'Incipit, d'ailleurs, donc la première phrase, est apparemment un des plus célèbres de la littérature québécoise. Donc l'Incipit, c'est « Cuba coule en flammes au milieu du lac Léman, pendant que je descends au fond des choses ». Voilà, pour votre parfaite information. Donc, on approche de la fin, c'est l'avant-dernier. Ouais, il restait pas grand-chose. Hein. Il restait pas grand-chose. Dommage qu'on ait eu... On a eu une petite interruption. Alors, une saison dans la vie d'Emmanuel de Marie-Claire Blais, qui est elle aussi une autrice québécoise. Voilà, donc on a deux. C'est pas fait exprès, hein, c'est vraiment le hasard de l'ordre alphabétique. On a deux romans québécois d'affilée. Dommage d'ailleurs que Karine soit pas là. J'ai pas vu Karine. Une fois que ça parle du Québec. Donc, dans cette histoire, en fait, cette histoire est une saga familiale, tout simplement. Donc, ça se passe au début du XXe siècle. On va suivre une famille québécoise, donc une famille de 16 enfants, rien que ça. Voilà. Et en fait, ouais, on va suivre un peu toutes leurs tribulations. Et donc, ça va parler notamment de deuil, d'homosexualité, d'inceste, de corruption, voilà, tous les trucs normaux dans une famille, quoi. Voilà, donc, je n'en sais pas plus, enfin, si, j'en sais plus, mais je ne veux pas spoiler, donc voilà, je m'arrêterai là. Mais si vous avez envie de suivre une saga... Alors, j'allais dire si vous avez envie de suivre une saga familiale québécoise, mais en même temps, il y en a tellement. Je sais que les Québécois sont très forts pour les sagas familiales, ils aiment bien. Hein. Ça, c'est vraiment le truc.
Voilà, c'est peut-être pas celui-là le plus forcément le plus connu, mais voilà, en tout cas, bah, c'est un livre qui a marqué son année. Et d'ailleurs, il y a eu une adaptation au cinéma par un Français qui s'appelle Claude Weiss, voilà, en 1973. Et le livre a été prix Médicis, quand même, et le prix Jean Hamelin. Voilà. Et le dernier des derniers, ben, on va finir avec un petit roman de science-fiction qui a l'air assez amusant. Voilà. Donc Jack Vance, encore un auteur ultra connu, hein, voilà, auteur américain. Donc dans ce petit roman, enfin je dis petit, j'en sais rien, je sais pas combien il fait de pages. Dans ce roman, on va suivre. Alors c'est marrant parce qu'en fait le titre Space Opera est à prendre au pied de la lettre. Voilà, donc ça fait référence certes au genre, donc Space Opera, c'est-à-dire dont l'histoire se passe sur plusieurs toutes planètes ou dans l'espace, voilà. Et Space Opera, littéralement opéra de l'espace, puisque on va suivre donc une troupe d'opéra, voilà, qui va en fait donner des représentations sur plusieurs planètes, mais le problème c'est que à chaque fois ils vont être super mal accueillis. Parce que en fait voilà, ils vont rencontrer, alors au début eux sur leur planète à eux apparemment ils ont beaucoup de succès, hein, mais quand ils vont aller sur d'autres planètes, ben, les extraterrestres vont pas être de ouf avec leur musique, sont pas du tout sensibles à ce qu'ils font, voilà, et ben, peut-être que ça pourrait provoquer des problèmes, voilà. Donc voilà, et c'est raconté évidemment sous forme humoristique, mais j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée du space opéra. Je sais pas si Jack Vance s'est dit, tiens, ce terme-là, space opéra, ça me fait penser, voilà, opéra de l'espace, est-ce que je ferais pas un livre exprès là-dessus? Je sais pas. Ouais, moi aussi, j'ai jamais lu cet auteur. Faudra que j'essaye un jour. Faudra que j'essaye. Mais voilà, en tout cas, ouais, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Voilà. Et ben, c'est tout. Pardon, c'est tout pour ce Litté Rétro, en espérant que ça vous ait plu. Voilà. On va revenir par là pour se dire au revoir, pour dire au revoir à YouTube, cette fois avec le chat. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo, et la prochaine vidéo sera un bilan lecture, donc certainement en début de semaine prochaine. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous et à bientôt. Ciao.